On a les 19 000 panneaux qui sont raccordés sur une boîte de jonction qu'on aperçoit ici. Et chaque boîte de jonction qui arrive au centre technique qui est juste ici. Là, à ce moment-là, le centre technique, on a des concentrateurs d'un côté et on a les onduleurs. Onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif. Installées depuis 2011, ces ombrières photovoltaïques couvrent les bassins de ce site d'élevage de truites sur plus de 22 000 m². En plus de l'énergie renouvelable, elles démontrent les opportunités de l'agrivoltaïsme face notamment au problème du réchauffement climatique. En Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de France, le développement des énergies renouvelables est donc essentiel à la transition énergétique avec une volonté forte de développer une agriculture respectueuse de l'environnement. Mode d'emploi s'est rendu à Mésos, sur l'un des plus grands bassins de pisciculture d'Europe, pour comprendre les enjeux actuels de l'agrivoltaïsme. Et comment la combinaison d'énergie renouvelable peut venir en aide au monde agricole face à ces nouvelles contraintes climatiques et sanitaires. Ici, on est sur la première vraie centrale agrivoltaïque en fait, de France, qui a été mise en service il y a 10 ans et qui permet de coupler en fait, la production d'électricité avec une production agricole qui, en l'occurrence, est une production piscicole. On dit souvent finalement qu'on a deux activités sur Mésos. On a une activité d'élevage, mais on a aussi une activité photovoltaïque. Les deux cohabitent plutôt très bien, et pas depuis quelques mois, depuis 11 ans. Cette centrale photovoltaïque, installée intégralement sur une structure en bois et qui développe une puissance de 4,2 MW crête, l'équivalent de la consommation électrique de 2000 habitants, offre de nombreux avantages, outre la production d'énergie verte. Les panneaux que vous avez derrière moi permettent d'abord d'avoir une protection aviaire. Un oiseau forcément près de la côte comme Mésos est friand de poissons. Ça nous procure aussi ce qu'on appelle nous du frigorifing, c'est-à-dire en fait la capacité de maintenir la température au niveau de nos bassins. On fait face depuis maintenant de nombreuses années, mais surtout depuis 2022, à la baisse des débits dans nos rivières. Et donc qui dit peu de débit, dit une température d'eau qui augmente considérablement. Ici vous avez l'intégralité des bassins qui sont donc ombragés, ce qui permet en fait de diminuer de 1 à 2 degrés l'été, je dirais, la température de nos bassins. La truite, elle n'aime pas l'eau chaude, La truite, elle est bien entre 14 et 18 degrés. Ça nous permet d'avoir une électricité dite verte, durable. Et enfin, in fine, c'est aussi pour nos hommes, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous avez 10 personnes sur le site. Ces personnes, en fait, elles travaillent, je dirais, tous les jours sur le site, et même d'astreinte. Et en fait, les panneaux, quand il y a des intempéries, ça les protège ni plus ni moins de la pluie. Et ça leur permet aussi de travailler sur des surfaces ombragées l'été. L'installation de ces ombrières offre donc de nouveaux avantages, mais pour une activité aussi difficile et fragile que l'élevage, se préparer aux nouvelles contraintes climatiques est une obligation. Ce site d'envergure est donc devenu aussi un centre de recherche et développement pour trouver des solutions efficaces et durables à ces problématiques. Sur ce site, en termes de recherche-développement, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on va venir mettre en place des nouveaux modes d'élevage, puisqu'aujourd'hui sur ce site on élève quasiment 500 tonnes à 1000 tonnes de truites par an. Et en fait, on fait face à des nouvelles contraintes, des contraintes climatiques, des contraintes sanitaires. Et en fait, sur ce site, on met en place ce qu'on appelle de la recirculation d'eau. Donc on recycle tout ou partie de l'eau sur un des modules, un prototype qu'on a mis en place ici. Et c'est aussi sur ce site où on fait de la bioremédiation. Donc la capacité en fait de bioremédier l'eau issue de l'élevage dans les bassins de décantation. Mais l'été 2022 a été particulièrement éprouvant, avec pour conséquence des débits d'eau historiquement bas et une montée significative de la température de l'eau, du jamais vu depuis 30 ans dans le monde de la pisciculture. La recirculation artificielle de l'eau est efficace, certes, mais elle demande beaucoup d'énergie et interroge sur l'avenir. Il est même question d'un nouveau projet de turbine pour venir compléter l'énergie solaire. Dans un contexte aujourd'hui où l'eau se fait de plus en plus rare, donc c'est une contrainte qui est une contrainte avant tout de débit, de rivière, que l'on arrive à assurer via une contrainte mécanique en mettant en place du pompage qui consomme de l'énergie. Et donc on a notre besoin d'énergie qui augmente, le coût de l'énergie qui augmente. Et en fait la solution c'est demain de pouvoir avoir une autonomie sur ce centre de coût aujourd'hui tout en conservant un bénéfice sur l'élevage. Sur les projets qu'on envisage, l'idée c'est pas de réinjecter l'électricité sur le réseau, c'est plutôt de l'autoconsommer, puisqu'il y a des gros besoins en électricité. Après, Aqualand a d'autres sites, donc on regarde également avec le groupe. On est aujourd'hui en train d'étudier plusieurs projets. Ils ne seront pas tous de cette ampleur, puisqu'il y a peu de pisciculture de cette ampleur-là, mais c'est des sites qu'on est en train d'étudier pour les équiper. Malheureusement, on a des délais administratifs assez conséquents qui font que tous ces projets-là ne vont pas aboutir dans les 2 mois qui viennent, mais plutôt à horizon fin 2023, début 2024. C'est les délais auxquels on est confronté.
Actuellement, un projet de loi en étude au Parlement prévoit un assouplissement de ces délais et entend ainsi concilier l'amélioration de l'acceptabilité locale avec l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, tout en préservant la biodiversité et les sols agricoles. Un projet de loi encadrant pour éviter les dérives et qui va dans le même sens que la feuille de route dédiée à la transition énergétique et écologique que la région Nouvelle-Aquitaine avait mis en place depuis juillet 2019. Néoterra, qui fixe des objectifs ambitieux d'ici 2030. Comme augmenter de 50% l'accès aux exploitants agricoles aux énergies renouvelables et ainsi réduire de 30% leur consommation d'eau et d'énergie. Il faut savoir qu'une centrale solaire aujourd'hui, une centrale classique, on met 2 à 3 ans avant d'avoir le permis de construire et ensuite encore une petite année pour la construire. C'est la seule solution qu'on a aujourd'hui pour avoir des capacités électriques rapidement sur le réseau. Cette loi aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est qu'elle devrait nous permettre d'avoir un niveau de juridiction supprimé en cas d'attaque contre un permis de construire. Et puis, on a aussi un sujet qui est majeur pour nous, qui est le reversement d'une partie des taxes que l'on paye aux communes. Sur un site comme ici, par exemple, il faut savoir qu'on paye 30 000 € à peu près de taxes annuelles, mais la commune touche très peu. Pourquoi? Parce que le principal impôt qu'on paye, c'est l'IFER, qui est aujourd'hui scindé entre la communauté de communes et le département. L'avantage énorme que pourrait avoir cette modification de l'IFER, c'est que la commune aura par défaut à minima 20% de ses taxes, ce qui peut être conséquent dans le budget d'une commune rurale. On regarde beaucoup les sujets agrivoltaïques, avec toute taille de projet, des projets de 2 à 3 MW sur ce type de terrain, mais aussi des projets de 100 MW sur des grandes zones de pâturage, en veillant toujours à mettre le propriétaire et l'éleveur, surtout, au cœur du projet, en s'adaptant à ses besoins qui nous paraissent primordiaux pour privilégier l'activité agricole avant tout et puis maximiser l'acceptabilité de ces projets.